Bon, bah, j'y vais. On va commencer et puis au fur et à mesure, on va accepter d'autres personnes si ils arrivent. Donc, je me présente, Yves Trinidad, triathlète depuis 93. Je vais animer ce webinaire ce soir avec l'aide d'Angélique qui, euh, qui va m'aider pour gérer le chat, les entrées, les invités. Et il y a aussi Cassandra qui est avec nous pour superviser tout ça. Donc, ce webinaire, ce soir, on va parler de comment faire le point de sa saison, faire le bilan de sa saison passée pour optimiser la saison future. Donc, faire un point là-dessus, faire un point sur la santé globale, l'évaluation de sa forme, les facteurs complémentaires pour, si on a du temps, pour si on a du temps pour ajouter des petites choses. On peut essayer de faire des petites choses en plus. Et à la fin, on va pouvoir échanger. Si vous avez des questions, faudra pas hésiter. Donc, on commence par le bilan. Donc, le bilan, Repartage Yves, s'il te plaît, parce que du coup, on a fait une petite manip, ça t'a coupé, mais tu peux repartager. Excuse-nous, on a pris la main et on te l'a redonné. Super, on voit. bon, c'est parti alors. Enfin, c'est reparti. Je continue. Tu peux continuer. Donc, le bilan de la saison passée. Donc, voici en gros les questions qu'il faut se poser. Ai-je atteint mes objectifs? Donc, la plupart du temps, enfin, ça se passe pas toujours à 100% bien, mais il y a des choses qui se passent très bien. Donc là, c'est l'occasion, lorsque l'on fait des compétitions ou même des tests, de voir tout ce qui a bien marché et tout ce qui n'a pas forcément très bien marché. Et c'est surtout sur les points où ça ne s'est pas passé correctement, où ça devient quasiment presque plus intéressant. Si jamais on a eu des troubles gastriques, si on a eu des inflammations, des blessures, si on a eu des coups de moins bien, etc. On peut essayer de faire le bilan. Donc, on fait le bilan de ces compétitions, on voit ce qui s'est bien passé. OK, ça, on va garder et on poursuit pour la saison suivante. Tout ce qui s'est pas bien passé, on fait le point, on regarde. Si par exemple on a eu un coup de moins bien, est-ce que j'avais eu par exemple un bon apport en nutrition, un bon apport en sucre, un bon apport hydrique. Même si on pense qu'on a bien suffisamment bu, est-ce que c'était réellement le cas? Ça, c'est l'occasion de faire le point et de tout noter. Si on est sur une compétition, voilà, j'ai bu tant de bidons d'eau, tant de bidons avec un tel grammage de sucre, on le note et comme ça, on peut faire le point sur ce qui s'est bien passé ou pas bien passé. Est-ce que les transitions se sont passées de façon fluide? Si c'est le cas, en général, ça dure allez, moins de 30 secondes. Si c'est pas le cas, on fait le point, on regarde les points qui ont été un peu plus longs. Comment agencer son matériel dans le parc vélo? Est-ce que le matériel est adapté? À savoir, est-ce qu'il y a des lacets, un système de lassage rapide? Est-ce que quelles ont été mes meilleures performances? À partir de là, on peut voir si les entraînements passés les semaines précédentes de ma performance, je peux faire un calqué, enfin un copier-coller pour les performances suivantes, voir si ça confirme que des entraînements sont bénéfiques ou si ça confirme qu'un entraînement n'a pas été bénéfique, surtout au niveau de la phase d'affûtage. Bien souvent, l'affûtage peut mettre complètement plombé des semaines et des semaines d'entraînement. Donc ça, il faut bien essayer d'analyser ces quelques jours ou même ces 2 semaines d'affûtage. Ce qu'on appelle affûtage, c'est la période durant laquelle on continue les entraînements tout en allégeant la charge d'entraînement, de façon à arriver toujours pas désentraîné le jour de la compétition, mais reposé. Et ensuite, sur le bilan de la saison, on peut essayer de faire en sorte de regarder si globalement sur la saison, je suis pas tombé malade et si je me suis pas blessé. Si il y a eu des choses qui ne se sont pas très bien passées, on note les blessures, quelles ont été les blessures, si c'était une blessure chronique, si c'est une blessure qui revient régulièrement à une période bien donnée, bien spécifique. Est-ce que je suis tombé à tel moment à quel moment je suis tombé malade? Pourquoi? On le note. Et ça, on va le voir juste après.
Donc, par rapport à ça, évaluer sa santé globale. Donc déjà, le premier point, souvent, on néglige le sommeil. Donc, c'est entre 7 et 9 heures. Globalement, c'est ça. Mais il y a toujours des exceptions. Il y a des personnes, ils ont besoin que de 6 heures pour dormir et ça va très bien. D'autres, plus de 9 heures. Voilà. En gros, ici, ce qu'il faut essayer de chercher à faire, c'est de traquer son cycle circadien. Ce qui permet de savoir, à un moment donné, on sent qu'on a sommeil et il faut pas lutter. Il faut pas chercher à lutter contre ça dans la mesure du possible. Hein. Je sais bien qu'on est tous, bien occupé le soir. Donc, essayez de traquer ça de façon à bien cibler le moment où on commence à avoir sommeil pour anticiper et aller se coucher. Euh, Fixer des couvre-feux. Donc ça, on peut utiliser des applications ou dans les paramètres de son téléphone. Et justement, par rapport à son cycle, programmer un couvre-feu de façon à ce que l'application coupe toutes les notifications, coupe également tout mode de communication. De cette manière, on n'est pas tenté de répondre ou d'être distrait par une notification. Il existe aussi sur les PC une application, c'est un logiciel qu'on peut télécharger sur son PC qui s'appelle f.lux. On le paramètre de façon à faire en sorte que la luminosité de son écran diminue progressivement au fil des heures et ça fait baisser la vue et ça favorise l'endormissement. Ce qui fait que au lieu de recevoir plein de lumière dans les yeux qui nous empêchent de dormir, progressivement l'écran devient de plus en plus sombre et c'est un signe. On se dit bon voilà, je vois plus rien, hop, je vais me coucher. Et ça, on peut le paramétrer, toujours pareil, en fonction de son cycle. Des choses classiques, on va dire pas de café, pas de boisson énergisante le soir, sauf si on veut faire la fête. Donc, mais sinon, dans la mesure du possible, pas de boisson de ce type. Et pas d'entraînement trop difficile le soir, après 20 heures. Et si vous en avez un qui est prévu, il y a le test de bâillement. Si vous arrivez au moment de votre entraînement le soir et que vous commencez à bâiller, euh, cherchez plutôt à faire un entraînement en endurance, parce que vous êtes déjà en mode fatigue. Et bon, vous y êtes, donc vous êtes autant y rester, mais favorisez un entraînement d'endurance plutôt qu'un entraînement d'intensité. Si avant de partir à l'entraînement, vous commencez déjà à bâiller, n'y allez pas, vaut mieux aller vous coucher plutôt que de s'entraîner sur la fatigue. En général, le sommeil, hein, c'est la métrique la plus importante. Si vous ne dormez pas assez, les risques de blessure augmentent drastiquement. Donc ensuite, la gestion du stress, le gros voleur d'énergie. Si vous êtes tout le temps stressé, au niveau perso et pro, si le boulot ça vous stresse, dites-vous bien que les entraînements, ça va impacter vos entraînements. Ce qui fait que si vous aviez une grosse séance d'intensité avec beaucoup de séries et autres, et que vous arrivez complètement épuisé à cause d'une journée stressante, n'hésitez pas à réduire soit l'intensité, soit le nombre de répétitions, soit le nombre de séries, de façon à faire en sorte que cet entraînement ne vienne pas encore plus augmenter votre stress et vous blesser. Il y a des techniques pour gérer ça, des techniques de respiration pour la cohérence cardiaque. Donc, il y a la respiration carrée pour vous calmer, la respiration 4-7-8 qui vous permet de mieux vous endormir. Et pour ça, il y a l'application, il y a des liens cliquables, hein, vous pouvez aller voir dessus. L'application Breeze qui vous permet de vous aider à sélectionner les bons exercices de cohérence cardiaque et de respiration pour favoriser la diminution du stress. Une métrique à surveiller, c'est la variation de votre fréquence cardiaque de repos. Si du jour au lendemain, elle commence à baisser ou à augmenter de 5 à 10 pulsations, c'est pas forcément bon d'ailleurs quand elle baisse. Tout le monde dit la plupart du temps, si votre fréquence cardiaque baisse, bah, c'est bon signe, c'est que j'ai une bonne physiologie. Mais en fait, c'est pas forcément bon, surtout si elle baisse d'un coup. Donc ça veut dire qu'au niveau du système nerveux parasympathique, celui qui gère le repos, c'est qu'il est en sur-régime, donc c'est que vous êtes déjà très fatigué, donc il fait baisser la fréquence cardiaque. Et lorsque on commence à baisser encore plus, c'est que le système sympathique, celui qui vous permet d'être très actif, lui, il est complètement HS. Donc le système parasympathique prend le dessus encore plus et votre fréquence cardiaque baisse énormément. Donc vous pensez que c'est un bon signe, mais en fait, pas du tout. Si vous êtes dans ces états-là,
stressé, que la variation cardiaque et que la fréquence de repos baisse beaucoup, il est fortement préférable de réduire votre charge d'entraînement et de changer d'activité. Si vous aviez prévu d'aller courir, aller plutôt marcher ou faire une petite sortie de home trainer bien au chaud chez vous. Donc ça, ce sont des indications au niveau du stress dans votre saison. Si vous avez perçu beaucoup de stress, faites attention à ça et suivez la cohérence cardiaque, suivez votre fréquence cardiaque pour adapter tout ça. Ensuite, au niveau de votre fatigue, il existe une métrique qui s'appelle le RPE, qui est la perception de votre perception de l'effort ressenti. Donc ça, c'est une note de 1 à 10 à laquelle on applique le nombre de minutes d'entraînement. Ça calcule un taux de charge. Donc avec la plupart des applications maintenant, comme Nolio, il y aura des exemples après. Vous renseignez votre RPE sur chaque séance, ça vous calcule la charge et ensuite vous pouvez faire attention à travailler en respectant votre charge de semaine en semaine, de ne pas dépasser les 10% de charge supplémentaire, sauf pendant des stages, éventuellement vous pouvez vous monter à 20%, mais faites attention derrière à bien vous reposer. Respectez bien le fait d'avoir des phases de développement en suivant cette charge d'entraînement. Donc 3 voire 4 semaines de développement et ensuite pensez bien à faire une semaine de récupération active. C'est pendant les semaines de récupération active que l'on progresse. Les phases de développement en général ça fatigue bien, donc il faut qu'il y en ait au moins 2, voire c'est bien 3, exceptionnellement 4, et derrière il faut absolument faire des semaines de récupération active. Si vous pensez qu'il faut tout le temps vous entraîner au taquet toute l'année et que vous êtes blessé, c'est vérifier dans votre carnet d'entraînement si vous avez bien respecté les phases de récupération active. Si vous ne l'avez pas fait, il y a des fortes chances que ce soit à cause de ça. Et dans vos entraînements, inclure également un apport glucidique. Si, parce que vous vous entraînez, vous décidez de faire en sorte que vous n'avez pas besoin de boire ou pas besoin d'un apport glucidique, vous allez stresser de nouveau. Donc là, on revient un petit peu vers l'arrière. Vous allez stresser votre organisme et vous allez être de plus en plus fatigué. Donc stresser, plus fatigue, vous allez mal dormir. Tout ça, ça s'enchaîne. Donc faire bien attention d'inclure dès les entraînements un apport glucidique, en sachant que cela va vous préparer à faire des compétitions avec un apport glucidique, parce qu'en général sur les compétitions, là on se dit tiens je vais boire et je vais bien manger, sauf que votre estomac, votre système digestif n'est pas prêt à ça. Donc c'est important de l'inclure dès les entraînements. Au niveau des blessures, vous faites le listing de tout ce que vous avez eu. Si vous avez eu des douleurs asymétriques ou des blessures asymétriques, c'est-à-dire que vous avez eu mal que sur un mollet, une cuisse, que vous avez, c'est pas les deux en même temps, c'est qu'il y a peut-être un déséquilibre qui sera euh, détectable par des thérapies manuelles, ostéopathie, chiropracteur, éthiopathe. Eux, ils vont pouvoir faire des ajustements. Mais derrière, il va falloir continuer à travailler. Il faut pas compter que sur eux. D'ailleurs, la plupart des spécialistes, ils vont vous dire, voilà, il faudrait faire un rééquilibrage musculaire, travailler votre mobilité et votre assouplissement. Ça fait partie des petits bonus ensuite que l'on peut ajouter sur sa préparation. Donc, si vous avez des douleurs asymétriques, attention, alerte, vous notez la régularité de ces douleurs asymétriques et vous pouvez anticiper en prenant rendez-vous avec un thérapeute un manuel de façon à anticiper ces douleurs, ce qui fait que vous serez toujours ajusté avant d'avoir mal. Donc notez bien toutes ces fréquences-là, notez les douleurs récurrentes afin de vérifier si votre matériel n'est pas usé. C'est surtout les chaussures. Regardez bien la semelle, notez sur Nolio par exemple, on peut noter paramétrer le fait que à chaque fois que je cours, c'est associé à telle chaussure et mettre des alertes. Au bout de 300, 400 ou 500 kilomètres, vous recevez une notification et ça vous dit attention, la paire de chaussures elle commence à être morte. Et ça, c'est souvent signe après derrière de vous êtes déséquilibré et vous allez vous blesser. Donc suivez bien ces douleurs récurrentes. C'est souvent lié à du matériel défectueux ou qui s'use prématurément. Au niveau des douleurs et maladies périodiques, ça, en général, c'est à chaque changement de saison, il se passe des choses au niveau, là, par exemple, en hiver, on vient de passer en hiver, et avec l'absence de soleil, on est souvent en manque de magnésium, puisqu'il n'y a plus de soleil, donc pour
pour synthétiser du magnésium dans notre corps, il a besoin de soleil. Comme il n'y en a pas, donc on a souvent des sauts d'humeur, ça augmente le stress. Donc ici, on peut anticiper avec, par exemple, des compléments alimentaires en magnésium ou de la luminothérapie. Donc ça, vous le notez. Qu'est-ce qui se passe quand je passe de l'été, enfin du printemps à l'été, de l'été à l'automne? Est-ce qu'il y a des changements, des modifications chez vous? Est-ce que vous sentez de la fatigue? Ça, c'est important de le noter de façon à adapter votre alimentation et éventuellement avoir des compléments alimentaires pour anticiper toute petite douleur ou si vous êtes vous tombez malade régulièrement lors de ces changements de période. Et aussi donc travailler à surveiller votre charge d'entraînement. Donc il y a de plus en plus d'applications maintenant qui permettent de surveiller ça. Là j'ai noté la CWR, c'est le ratio entre la charge aiguë, la charge sur une semaine, et la charge chronique, la charge sur 4 semaines. Le ratio, ça donne un résultat et ce résultat s'appelle l'ACWR qui doit être compris entre 0,8 et 1,2. C'est un très bon moyen de surveiller sa charge d'entraînement pour éviter les blessures. Si à un moment donné vous descendez sous les 0,8, c'est source de blessure. Idem si vous dépassez les 1,2. Donc en gros, si vous entraînez et que tout d'un coup vous coupez l'entraînement, vous allez passer sous les 0,8. Eh bien, même si vous vous entraînez pas, vous risquez de vous blesser parce que votre corps il comprend pas ce qui se passe. Et donc l'inverse est vrai aussi. Si tout d'un coup vous vous entraînez d'un coup parce que vous êtes en vacances par exemple, vous dites tiens j'ai du temps, je vais beaucoup m'entraîner. C'est source de blessure parce que vous n'allez pas bien respecter la charge d'entraînement de votre corps, celui qui peut encaisser. Et enfin, le bilan sanguin. Donc ça, c'est facile, hein. Vous allez voir votre médecin traitant, vous lui parlez de tout ce qui s'est passé à la gestion de stress, niveau de fatigue, et lui va vous prescrire une ordonnance pour aller faire des tests sanguins. Vous revenez avec. Lui, il va sûrement regarder les marqueurs indispensables pour votre santé. En général, si le bilan sanguin il est bon, il y a de fortes chances que tout le reste était bon. N'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous en avez. Comme ça, Bon, après. ça vous surprend peut-être qu'on commence par cet aspect effectivement santé. On parlait de s'auto-évaluer en triathlon. Je pense qu'on attendait très vite, effectivement, comme là on l'a à l'écran. Je m'attends à des tests de natation, de course en vélo. Qu'est-ce que tu veux me faire faire, Yves? Mais avant de rentrer dans ces tests, c'est pour ça qu'on a commencé en tout cas par cette slide-là qui peut un petit peu vous dire, bah, je n'avais pas signé pour ça, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, de savoir où on en est aujourd'hui en termes de santé. Est-ce que, et pas être trop rude avec vous-même quand vous allez faire ces tests qui suivent. Est-ce que je dors assez? Est-ce que je mange correctement? Est-ce que je suis pas trop stressée en ce moment? Est-ce que je me suis un peu trop blessée dans cette période? En tout cas, de faire un point avec vous-même, d'où est-ce que vous allez bien en ce moment? Parce qu'effectivement, avant de se lancer dans ces tests, si vous êtes dans une période où, bah, comme moi, jeune maman, où on dort pas beaucoup, je pense que si je fais un test cette année ou dans un an, ça va être strictement pas la même chose. Mais effectivement, de faire un petit point là tout court. C'est pas ce qu'on préfère. Nous, on adore les chiffres, se mesurer. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que je cours plus vite? Est-ce que j'ai plus de puissance qu'avant? Mais faut comparer des choses comparables. C'est des tests qu'on va avoir tendance à faire chaque année. Où est-ce que vous en êtes dans cette période de l'année, là, le 3 décembre 2025, par rapport à votre entourage, la vie de famille, la vie pro, et comment vous entraînez, et comment s'est passé effectivement cette année en question. Voilà. Pourquoi cette entrée en matière où on n'est pas rentré directement dans des tests à proprement parler? C'est que c'est bon de faire un petit point sur cette santé-là. Vas-y, je te laisse. Merci pour cette précision. Et puis, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, donc n'hésitez pas, hein. Ça me permet de rebondir et de personnaliser un petit peu plus le webinaire de façon à vous répondre de manière très précise. Vous êtes là, vous pouvez en profiter. Merci d'être là d'ailleurs. C'est toujours agréable de, de, de pouvoir échanger avec vous. Donc, maintenant que vous êtes en bonne santé, vous allez pouvoir casser votre organisme. Je rigole. Moi, j'avais une petite question à vous poser. Allez-y. Vous m'entendez? Ouais, J'avais une on vous petite entend. question à vous poser. Vous n'avez pas parlé de la VFC, qui est un indicateur qui peut donner aussi l'état de forme et comment on a dormi la nuit. Oui. Comment vous le suivez et quelles recommandations vous avez par rapport à ça? Ça, c'est un petit peu la cohérence cardiaque. Effectivement, j'aurais pu rajouter ici VSC. Donc ça, c'est des tests qui sont un petit peu plus précis. Euh, il faut le faire avec une ceinture thoracique pour que ce soit bien précis. Et ensuite, tout ça est la plupart du temps enregistré dans les applications
euh, tels que Garmin, Oura Ring, Nolio, tout ça, ça c'est enregistré, et ce sont ces applications-là qui vont faire les analyses et vous dire si vous êtes en forme. Plutôt que de le faire vous-même, maintenant il y a des moyens beaucoup plus pratiques pour analyser la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque, pour ceux qui ne connaissent pas la VFC. Ok, merci. Bah, de rien. Mais merci d'avoir. Oui, effectivement, j'aurais pu ajouter ça. Alors, je reviens sur les évaluations maintenant. On commence par la natation. Donc, on commence pas tout de suite à se rentrer dedans. On peut déjà faire des tests d'indice de nage. C'est un indice de technique. Donc ici, vous allez pouvoir avoir plus de précision en cliquant sur le bouton. Vous allez avoir le PDF qui vous permettra ensuite de cliquer sur le bouton. Donc, qui vous expliquera très précisément. En gros, cet indice de nage en pourcentage, euh, ça va tenir compte de votre envergure, de la poussée au mur que vous réalisez, donc 25 mètres moins la poussée, moins votre envergure, et le nombre de coups de bras que vous réalisez sur 25 mètres. Et en fonction de tout ça, ça va vous donner un indice en pourcentage, admettons 60%. Donc, votre nage est efficace à 60%, il vous reste 40% d'efficacité de nage à travailler. Donc ça, c'est un bon indice de nage, un bon indice de performance technique à suivre tout au long de l'année pour essayer d'être efficace. Nager vite comme un bourrin, ok, mais si on peut gagner quelques pourcentages d'efficacité, plus si on est fort et véloce, on va gagner de la vitesse plutôt que de toujours vouloir forcer. Donc il y a également l'analyse vidéo plus un capteur que l'on met dans les mains qui s'appelle IO Swim Better que je pratique avec Finisher Triathlon durant les stages. Donc ça, on vous filme et on met le capteur dans les mains et ça calcule euh, la trajectoire de vos mains sous l'eau et hors de l'eau. Ça calcule l'efficacité de propulsion en pourcentage. Ça calcule la puissance également. Comme les capteurs en vélo, ça calcule la puissance dans l'eau. Et ça calcule la fuite énergétique que vous balancez en bas, sur les côtés ou en haut même. On voit parfois des pourcentages de puissance qui partent vers le haut. Donc ça vous enfonce sous l'eau. Donc tous ces capteurs-là, ça permet de bien identifier les défauts techniques et en fonction de ça, on applique des éducatifs très personnalisés de façon à ce que les athlètes puissent repartir avec leurs fiches techniques et travailler ces éducatifs toute l'année. Donc ça, ici, ce sera des liens cliquables hein, pour aller voir nos stages. Et la fiche de finisher, la fiche de finisher, c'est par rapport au test. Donc une fois que vous avez tout ça, vous testez votre technique, vous avez identifié vos éducatifs pour améliorer votre technique, on peut passer au test. Donc il existe différents tests, le test VMA que vous devez tous connaître. Et ça, on peut le retrouver avec nos fiches. Donc, c'est un test que l'on peut réaliser sur 300, 400 ou 500 mètres, de façon à ce que ça dure plus ou moins 6 minutes. Et à partir de là, on peut déterminer une allure cible, l'allure de VMA, et construire ces séances. On peut également utiliser la vitesse critique. Donc, pour ça, il faut plusieurs tests de 200, 400, voire plus ou moins 1000 mètres. Et là, il y a le petit graphique pour expliquer. Donc avec ça, par exemple ici c'est le 200 mètres, j'ai une allure. Ici j'ai le 400 mètres, j'ai une allure. Ici j'ai le 1000 mètres et ça dessine votre profil d'allure en natation. Et avec ça, on calcule la vitesse critique de natation. C'est une technique, une métrique qui nous permet d'avoir le W', c'est-à-dire votre durabilité à l'effort. C'est un petit peu plus précis, c'est un petit peu plus long à mettre en place, mais là aussi, avec les applications de nos jours, on peut plus facilement mettre ça en place. Et avec ça, on peut travailler sur ces allures de course, ces allures d'entraînement et faire tout structurer toute sa saison à partir de ça. Bien sûr, il faut faire des petites mises à jour durant la saison pour essayer de faire en sorte de toujours travailler avec la bonne vitesse critique ou votre bonne VMA. Donc faire un test à l'entrée de l'hiver, faire un test à la sortie de l'hiver, voir si on a bien progressé, et faire un test vers la mi-saison pour voir il y a besoin de relancer un petit peu des allures VMA ou des allures sur la vitesse critique. Ah, ce qui peut être un peu frustrant là-dessus, c'est que les deux premiers, finalement, on ne peut pas les faire tout seul. Il faut
faut être accompagné du matos et de la bonne personne, en tout cas, pour regarder ça. Le troisième, vous pouvez le faire tout seul dans la piscine, mais les deux premiers, eh bien, soit vous avez besoin de nous, soit vous avez besoin, en tout cas, de quelqu'un qui vous filme et un maître nageur derrière qui analyse. En tout cas, dans le point, effectivement, des stages finishers, nous, on vous donne vraiment, enfin, on vous donne le temps du week-end. En tout cas, vous êtes testé avec ce matériel-là dans les mains qui vous donne exactement, effectivement, votre indice de nage, comme le disait Yves, avec ce schéma de bah, comment vous êtes symétrique, comment vous poussez et quelle est finalement votre efficacité dans l'eau. Et dans ce deuxième onglet Fiche Finisher que vous pourrez cliquer parce que ce PDF, effectivement, du coup, on va vous l'envoyer, ce PowerPoint plutôt, à la fin du webinaire, vous aurez si vous le souhaitez, évidemment, on vous envoie un lien vers 52 fiches qu'il a préparé Yves pour vous, en tout cas pour toute personne qui a envie de s'entraîner en natation, où on reprend ce test de natation. On parle effectivement de ce fameux test de VMA et quand vous l'aurez fait, eh bien, vous aurez la suite de vos fiches et comment vous devez vous entraîner. Il y a le test VMA et il y a aussi par rapport à votre RPE. On en a parlé dans la toute première fiche. Le RPE, c'est le ressenti effectivement à la bah, comment j'ai souffert finalement dans cette séance. Et ça dépend, on souffre jamais pareil entre une séance que je fais le lundi et le mercredi. Ça dépend toujours de bah, comment s'est passée ma journée. J'ai couru dans tous les sens, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé ou je suis au bout de ma vie. On peut faire la même séance, on va pas du tout la vivre pareil. Et c'est ce fameux RPE effectivement qu'on reprend beaucoup dans ces fiches pour vous dire la séance que vous allez vivre. Entre un RPE à 6, nage à 6, nage à 2, nage à 4, c'est effectivement l'intensité que j'y mets. Je vais vous mettre le lien en tout cas des fiches finisher parce que ce soir on vous a mis un prix spécifique pour ce webinaire si vous êtes intéressé et vous aurez du coup 52 séances de natation à faire parce que c'est toujours un truc où on botte un petit peu en touche. Quelle séance je vais faire ce soir à la piscine? Et puis des fois on refait la même que la dernière fois et puis encore la même et puis après on s'embête un peu, on progresse pas parce qu'on fait toujours la même chose. Donc voilà, ça apporte un peu de diversité et ça reprend ces tests qu'on est en train de parler qu'il est en train de parler en ce moment, Yves. Je vous glisse ça dans le chat, je me tais, je te redonne la main. Allez, c'est parti. On reprend avec l'évaluation en vélo maintenant. Donc j'ai bien noté pour la CWR, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc en vélo, si vous avez un capteur de puissance, vous pouvez utiliser le protocole de puissance critique avec un test, enfin des tests de 3, 9, 12 et 20 minutes, de façon à ce que, comme on a vu tout à l'heure avec l'allure critique en natation, ça dessine également le profil de puissance cette fois-ci. Avec ça, on calcule le W' balle qui est votre réserve énergétique sur si vous êtes en dessous de la puissance critique, ça vous donne votre réserve énergétique. Donc en gros, plus celle-ci est haute et grande, plus vous allez pouvoir pédaler à haute puissance longtemps. Donc ici, là, l'avantage ici, c'est qu'on peut travailler sur la puissance. Ok, c'est bien d'augmenter sa puissance, mais si on n'a aucune réserve, eh bien on s'écroule très rapidement et au final, on ne peut pas rouler vite à haute puissance. Et donc c'est important de travailler sur ces deux métriques, puissance et réserve. Ensuite, souvent négligé, c'est le test de vélocité max en vélo, pardon. Donc ici, ça mesure la coordination neuromusculaire et votre efficacité de pédalage. Si vous avez un pédalage carré, c'est un risque de ne pas pouvoir développer votre puissance. Si vous avez un pédalage fluide et rond, vous allez pouvoir développer plus de puissance. C'est-à-dire que si vous appuyez et que vous tirez en même temps sur la pédale, vous allez forcément lisser toute cette force que vous déployez, plutôt que seulement appuyer. Vous allez bien enrouler votre pied autour de l'axe de rotation de votre vélo et vous allez lisser toute cette force et cette puissance. Vous serez plus puissant avec un pédalage plus fluide. Et ça se mesure avec un test de vélocité. Donc sur votre home trainer, c'est plus pratique sur home trainer, mais ça peut se faire sur vélo de route. Vous mettez soit dans un veau plat descendant, ou sur home trainer, vous réduisez au maximum le- la résistance. C'est bien de sélectionner l'ERG sur un home trainer si vous savez de quoi je parle, et de façon à pédaler sans résistance ou très très peu. Et vous pédalez comme un fou. Donc le cœur, il va peut-être un petit peu monter, mais c'est pas le but en fait. Vous devez pédaler et atteindre une vélocité en tour minute le plus élevé possible.
Et là-dessus, vous allez voir aussi, vous allez sentir que vos fesses sautillent sur la selle. À partir du moment où ça sautille sur la selle, c'est vous commencez à perdre en efficacité. Vous pouvez repérer à partir de quand euh, vous commencez à sautiller. Et ça, on va dire, c'est la vélocité des, euh, à partir du moment où vous êtes efficace. Donc, admettons, vous pédalez, vous commencez à sentir vos fesses sautent à 110 tours minute. Donc, au-delà, vous commencez à ne plus être efficace. Et votre vélocité max, elle est à 130. Bah, c'est quelque part, c'est assez court. Ça veut dire que la coordination entre les cuisseaux, vos quadriceps et les ischios, à un moment donné, se contractent tous les deux en même temps. Ce qui fait que vos fesses se soulèvent. Et ça, c'est un signe au niveau neuromusculaire, vous n'êtes pas efficace. Et ça se répercute. Même si vous pédalez à 80 tours minute, il va y avoir des euh, mauvaise coordination, et là, vous allez perdre de l'énergie. Donc, plus vous allez augmenter votre vélocité max, plus vous allez augmenter votre vélocité d'efficience, à savoir, vous allez passer de 110 à 115, 120, 130 tours minute sans que les fesses se décollent, et vous allez pédaler à 200 tours minute en vélocité max. Ça, ce sont des signes que votre efficacité de pédalage s'améliore. Et ça, c'est très intéressant. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, contrairement à des tests de puissance. Et vous restez en endurance et ça se passe très bien et c'est assez marrant à faire en plus. Donc là, je vous montre un graphique de profil de puissance. Et là, on retrouve ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir, là, nous avons dans l'exemple quelqu'un qui est très, très, très puissant sur des courtes puissances, 3, 2, 1 à 2 à 4 minutes, mais très rapidement, ça chute. C'est quelqu'un qui a un W' balle, donc une réserve énergétique très faible. Alors que je sais pas si on peut, voilà. Alors que quelqu'un qui sera endurant aura peut-être une puissance sur des courtes distances, des courtes durées un peu moins hautes, mais ça va se lisser beaucoup plus doucement et il aura finalement une puissance critique plus haute que quelqu'un qui aura une puissance ici max plus haute que lui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas dans le chat. C'est pas forcément intéressant d'avoir des puissances hautes sur des courtes distances. C'est plus intéressant d'avoir une puissance critique et surtout un W' balle très haut pour nous triathlètes. Même sur un triathlon S, sur 20 km, un 20 km, ça dure pas 5 minutes. Donc avoir des puissances très hautes sur 5-6 minutes, bah c'est mignon, mais c'est mieux d'avoir une puissance critique haute et un W' balle très haut. Donc ici, je vous ai mis un lien qui vous explique le principe de puissance critique et d'ACWR. Parce que là, je vais pas forcément, ou alors si j'ai du temps à la fin, je vous expliquerai. Mais si j'ai pas le temps, sachez que dans le PDF que vous allez recevoir, il y a un lien ici pour vous expliquer en détail. Si vous allez sur Nolio, il y a un calculateur de votre puissance critique et de votre réserve énergétique. Et si vous voulez prendre la version premium, vous n'êtes pas obligé, hein, Nolio, c'est gratuit à la base, mais pour avoir accès à plus d'options, vous pouvez utiliser ce code, vous aurez un petit bonus. Et ici, c'est un lien qui calcule, parce que les calculs Quitte de la puissance... réunion? Oui, voilà. Donc là, avec ce calculateur, vous allez pouvoir entrer vos puissances ici, le temps sur lequel vous avez testé votre puissance, et le calculateur vous donnera votre puissance critique. Vous n'avez pas besoin de le faire. En course à pied, c'est la même chose, mais on revient sur des allures, comme en natation. Donc, on refait les mêmes tests 3, 9, 12, 20 minutes, ou 5 minutes, ou 5 kilomètres, pardon. Vous calculez votre allure critique. Vous pouvez, si vous avez un capteur Stride, qui est un capteur que l'on met sur les chaussures, refaire exactement les mêmes tests qu'en vélo, mais avec la puissance. L'avantage de faire la puissance en course à pied, c'est que ça va tenir compte du vent et de la pente. Alors que si vous n'avez pas ça, on peut être biaisé, avoir envie de toujours courir à la même allure alors qu'on est en faux plat montant. La puissance critique en course à pied, ça se démocratise et ça devient de plus en plus intéressant. Et comme en vélo, vous pouvez, et surtout en natation, vous pouvez faire une analyse vidéo et avec un capteur que l'on a également, on propose là sur Finisher Triathlon. N'hésitez pas également dans le chat de nous dire si vous seriez intéressé, parce qu'on le propose, mais c'est pas encore totalement mis en place.
on peut proposer des stages sur 1 ou 2 journées où on analysera votre foulée avec un capteur qui pourra vous déterminer quels sont les tendons qui sont mis en tension plus l'un que l'autre, quels sont les muscles qui sont le plus stressés l'un et l'autre, de façon à cibler quel muscle renforcer, quel muscle masser, quel tendon assouplir et quel tendon est déjà bien structuré et bien fort. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça permet d'orienter vos séances de musculation. Plutôt que de cibler large, vous pouvez cibler de manière un petit peu chirurgicale vos entraînements et les automassages et les étirements. Tout est plus pratique de savoir où directement faire les bonnes choses. Ici, pour ce qui est les allures critiques et les puissances critiques, plutôt que de le calculer par vous-même, parce que normalement c'est une méthode de calcul mathématique qui s'appelle la régression linéaire, c'est pas forcément agréable à calculer, donc il existe des applications, je vous ai mis des liens ici, c'est gratuit, hein, ce sont des applications gratuites. Vous rentrez vos données de test et ça vous calcule vos allures critiques. Pas besoin de s'embêter, les applications sont là pour ça maintenant. Donc maintenant, on attaque les facteurs complémentaires à l'entraînement. Si vous avez du temps, mais je le recommande fortement, c'est faire de la mobilité articulaire. Si vous avez des blocages, ça peut être soit par manque de souplesse ou par manque de force, ou les deux. Ce qui fait que faire des mouvements de type yoga, un yoga plus pilates, ajouter de l'automassage avec rouleau de massage, barre de massage, balle de massage, etc. Ça va augmenter votre mobilité articulaire. Souvent, quand on masse un muscle, eh ben, on gagne en amplitude. Si on est plus ample, on peut pousser plus fort derrière en course à pied, on peut aller chercher plus loin en natation, on peut mieux utiliser le déroulé de sa cheville pour avoir un pédalage rond en vélo. Donc, c'est très intéressant de faire de la mobilité articulaire avant et après les entraînements. Avant, c'est surtout intéressant pour éviter d'avoir des compensations musculaires et de se retrouver à la fin de la séance avec une douleur plus d'un côté. Donc, on se retrouve avec une douleur asymétrique. Bah, des fois, c'est souvent lié parce que on n'a pas fait de mobilité articulaire avant la séance. Et après la séance, on se refait un petit automassage. Et au moment où on se masse, tiens, on sent un petit point articulaire ou un point douloureux sur un muscle. On en profite pour refaire un petit massage et des petits étirements. Un point très important également, c'est le renforcement musculaire qui peut être. Donc tout ça, ça prend pas. Vous n'êtes pas obligé de faire X séances par semaine. Une séance par semaine ou pour la mobilité articulaire, 5 à 5 minutes avant une séance de course à pied. Moi, je recommande beaucoup avant une séance de course à pied. C'est quand même un sport hyper stressant au niveau des articulations des muscles. Donc, puis au niveau des épaules pour la natation. Donc, je vous recommande beaucoup de la mobilité articulaire, des sessions de 5 minutes avant, éventuellement après. Donc, ça prend pas beaucoup de temps. Et le renforcement musculaire, une petite séance de 10 à 15 minutes pour la ceinture scapulaire, renforcer tout ce qui est les épaules, de façon à ne pas vous blesser, parce que c'est bien en général, quand on nage, on renforce les muscles propulsifs. Ça sert à rien de remettre une dose si au niveau de vos épaules, vous êtes faible. À un moment donné, le cerveau, lui, va bloquer de toute façon. Faut pas vous blesser, il va pas envoyer l'influx nerveux pour envoyer de la force. Et si vous insistez, vous allez vous blesser. Donc, très important de faire une préparation physique générale pour renforcer votre ceinture scapulaire et votre ceinture pelvienne. Donc, au niveau abdos, dorsaux, fessiers, etc. Si les deux ceintures-là sont très, très fortes, on peut gagner jusqu'à 30% de force. Parce que votre cerveau, il se dit, tiens, ils sont forts au niveau des ceintures, le transfert de force se fait bien, je libère l'influx nerveux, et en fait, vous étiez déjà fort, mais vous étiez bloqué par le cerveau. Et une fois que ça c'est en place, que vous avez une ceinture abdominale comme du béton, vous pouvez passer à de la préparation physique spécifique, où là, avec des élastiques, un TRX, kettlebell, ou si vous avez un abonnement à la salle, vous allez pouvoir pousser de la fonte et faire des choses un petit peu plus spécifiques pour votre pratique. Surtout si, par exemple, avec le capteur de foulée, on a détecté qu'un muscle était un peu plus faible ou déséquilibré par rapport à un autre, vous pouvez cibler avec une charge un peu plus lourde sur ce muscle pour le renforcer et rétablir l'équilibre musculaire.
Et enfin, le suivi du matériel. Donc, comme je disais, Garmin permet aussi de le faire, Strava aussi, et donc Nolio. Vous pouvez paramétrer ces applications, rentrer tout le matériel et l'associer à des activités sportives, ce qui fait qu'au fur et à mesure, vous pouvez mesurer l'usure de votre matériel et éviter les problèmes. Donc, par exemple, moi, je mets une alerte sur mes chaînes de vélo. Tous les 3000 km, je reçois une notification, je vérifie l'usure de la chaîne. Et si elle est usée, plutôt que de tout péter, parce que ça va endommager les dents des pinots arrière, ça va endommager les dents des plateaux, eh bien, je change ça et ça évite également d'avoir des à-coups dans le pédalage et donc forcément des blessures. Ensuite, on peut améliorer sa position aéro, choisir les bonnes pneumatiques. Si je passe en 25 en section, j'achète des chaussures plaque carbone ou pas, si ça vaut le coup, si je prends des, euh, des collants avec compression, si j'achète du matériel avec ceinture cardiaque ou si je préfère avec le bracelet, etc. Ici, le matériel, vous voyez, ça arrive vraiment en dernière solution. Si vous êtes bien fort, bien mobile, ne faites pas l'inverse, n'achetez pas une chaussure à plaque carbone si vous n'avez pas de ceinture pelvienne forte et si vous n'avez pas de mobilité. Ça va amplifier le mal et vous allez vous blesser encore plus rapidement avec une plaque carbone qui va renvoyer votre énergie. Donc ça, c'est important de bien suivre votre matériel et votre santé. Donc voilà pour ce webinaire. Je vous laisse un peu de temps pour les questions si vous en aviez aussi. N'oubliez pas qu'on peut proposer également un accompagnement personnalisé chez Finisher Triathlon. Et ici, quelques liens pour nous rejoindre sur Facebook et nos stages ici, en sachant on prend 10 athlètes par stage maximum pour assurer un bon suivi pendant le stage. Donc, je suis à vous. On vous écoute avec Angélique si vous avez des questions. Il ne reste plus qu'un stage pour cette année. Si vous voulez vous inscrire, c'est le 13 et 14 décembre. Un stage natation. Dans cette période de l'année, en hiver, on fait surtout du stage natation, un peu de trail. Et puis on reprend les stages triathlon dès que le soleil revient, en mars-avril à peu près. En tout cas, voilà, vous trouverez tout. Le planning du premier semestre 2026 a été mis en ligne. Le deuxième semestre, on l'ouvrira dans quelques semaines maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que Yves a pu dire en technique, en jargon, en cas pratique pour vous? Moi, je m'entraîne comme ça, comme ça. N'hésitez pas, on a un petit 10 minutes là devant nous en tout cas. Je sais Hum. pas si tu as parlé plus du coup de la CWR, Bah, je Yves. pense que je peux revenir dessus, hein. Ouais. Donc, la CWR, c'est le ratio entre charge critique charge aiguë, pardon. Donc la charge, je rappelle, c'est le RPE. Le RPE, c'est une note, votre perception de l'effort. Comme disait Angélique, on perçoit certaines intensités de manière personnelle. Donc c'est le RPE, vous notez de 1 à 10 un effort. Si je fais un petit footing, moi je vais mettre éventuellement RPE 2. Si le footing a duré 1 heure, 2 fois 60 minutes, ça fait une charge de 120. On fait ça sur toutes les séances de la semaine. Et à la fin, mettons, j'ai une charge totale de 1000. Il n'y a pas d'unité, hein, c'est une unité arbitraire. Donc, j'ai une charge de 1000. Ça, c'est la charge aiguë. Parce que c'est sur une semaine. J'ai 1000. Ensuite, la charge chronique, par exemple, si la semaine précédente, j'avais 900, si ensuite, encore avant, j'avais eu 800 et la semaine encore avant, donc 4 semaines avant, j'avais une charge de 700. Donc on fait 700 plus 800 plus 900 plus 1000, on divise par 4 et on obtient un certain chiffre que je peux éventuellement calculer parce que deux têtes, c'est pas possible. Donc 700. Donc, profitez-en pour me poser des questions, après je reviendrai. Je ne sais pas si la personne qui m'a posé la question est là d'ailleurs pour la CWR. C'était Comme ça, Olivier. c'est Olivier. Je sais pas, est-ce que Olivier est encore là? Tu m'as Oui, donné oui, je trois suis là. chiffres. Ok, Ouais. donc voilà, la charge chronique, donc 700 plus 800 plus 900 plus 1000, divisé par 4, j'obtiens une charge de 850. Ça, c'est la charge chronique, parce que j'ai tenu compte des 4 semaines. La charge aiguë qui était de 1000, donc 1000 divisé par 850,
je crois que j'obtiens 1,17. Je suis inférieur à 1,2. Ma charge d'entraînement de la semaine en cours est bonne parce que elle tient compte de toute la charge chronique. J'ai pas dépassé le 1,2. Je suis dans la bonne zone, je suis dans le vert. J'ai de fortes chances d'éviter les blessures. Est-ce que c'est plus Ok. clair comme ça? Ah ouais, c'est quasiment plus clair. Parce que Vas-y, vas-y. j'ai pris des notes. C'est juste après Faudrait, le avec seuil un de exemple, si on 1,2 avait et un tout. exemple à l'écran, ça serait plus facile, mais effectivement. Est-ce Euh, qu'on peut être un bon triathlète si on n'aime pas les maths, du coup? oui, il y a les coachs sont là pour ça. Ils sont là pour se casser la tête. Mais après, effectivement, on peut mettre ça sur Excel, hein, c'est beaucoup plus contraignant. C'est pour ça que je leur recommande beaucoup de faire ça sur Nolio et Nolio le calcule tout seul, hein. Il y a pas, il y a même le graphique avec la CWR qui est fait. Attends, je peux déconnecter le partage là? Oui, tu peux. Comme ça, je vais programmer, voir si je peux lancer sur Nolio mon compte et vous donnerez un exemple concret. Comme ça va être vite vu. En attendant, l'ensemble des tests que tu as montrés, tu recommandes de les faire tous les ans, tous les 6 mois, tout, je sais pas, en début de saison, en fin de saison. Là, c'est décembre, on est tous un peu fatigués, malades. Je prends que mon cas perso à chaque fois, hein. Je suis au bout de ma Hum. vie. Est-ce que mes tests, il faudrait que je les fasse maintenant et puis je les fais tout le temps au mois de décembre? C'est quoi la reco sur tout ça pour toi? C'est tout. Alors, par rapport à ça, je dirais que en fin de saison, on profite de la coupure pour faire l'analyse qu'on vient de faire ce soir, faire le point sur sa santé, etc. Ensuite, on reprend l'entraînement. Donc, c'est assez personnalisé, hein. Il y en a qui coupent en septembre, d'autres qui vont couper en octobre. Moi, j'ai fait ma petite coupure en fin octobre. Donc, je reprends. Ensuite, on reprend sur un cycle de 4 semaines, donc 3 semaines de développement, une semaine de récupération, où on relance un peu la machine. On recommence à faire un peu d'intensité sous forme de fartlek pour voir un petit peu comment on se sent. Et dès qu'on se sent bien, qu'on voit que le corps répond bien, et ben là, on peut commencer les tests. Donc, on est en hiver, on peut commencer les tests. D'ailleurs, je crois que tu as commencé, hein, je t'ai déjà placé des tests. Donc, dès qu'on commence à bien se sentir, on rebalance les tests. Ensuite, on fait tout l'hiver, on s'entraîne pour améliorer ça. Et à la sortie de l'hiver, on refait une série de tests pour voir si on a progressé. Selon les résultats, on voit s'il faut changer au niveau de ses entraînements, s'il faut mieux plus cibler des entraînements courts, en intensité, des répétitions plus courtes, parce on voit on manque d'intensité au départ, au démarrage. Si on voit qu'on tient pas du tout la distance, qu'on s'écroule après, au bout de 2 minutes, ben, on essaye de faire en sorte d'avoir des entraînements avec des intensités euh, sur des périodes un peu plus longues. Voilà, on peut doser en fonction des tests et faire en sorte que on, on puisse ajuster l'entraînement suivant. Donc là, j'ai un écran là, exemple. Comment je peux repartager ça? C'est là et c'est là. OK. Vous voyez l'écran? Ouais, bien joué. Donc ici, c'est ma courbe à moi. La charge est en violet. Donc là, on voit les cycles d'entraînement, récupération, je m'entraîne, récupération. Donc c'est en fonction des compétitions. Bon, là, il y avait une compétition. Donc ici, derrière, je me repose. Compétition, derrière, je me repose. Là, il y a un gros pic de charge à cause de la compétition. Derrière, ici, c'est ma coupure. Vous voyez, j'ai bien coupé. Et par rapport à ça, la CWR est calculée. Donc quand c'est en vert, c'est que tout va bien. Et quand je suis en rouge, il y a risque de blessure. C'est un risque. Ça veut pas, c'est pas parce que c'est en rouge que on va se blesser. Ça reste un calcul mathématique. Vous voyez, en général, c'est en rouge là, il devait y avoir une compétition que j'ai pas notée. Je sais pas ce que j'ai foutu. Donc là, vous voyez, compétition, en général, c'est dans le rouge parce qu'il y a une grosse charge. Et la CWR, il n'aime pas ça. Donc derrière, je place de la récupération active. Donc, il aime pas ça non plus. Je suis toujours dans le rouge. Et assez rapidement, je reviens dans le vert. Compétition, je suis dans le rouge. Récupération, je suis dans le rouge. Et hop, derrière, je suis dans le vert. Et tout au long de la saison, faut essayer d'être dans le vert ici. Donc là, je suis sur Nolio, hein. J'essaie d'être dans le vert pour limiter le risque de blessure. S'il y a des petits pics comme ça de temps en temps, ça va. Je me suis pas blessé d'ailleurs cette année.
Donc la preuve que c'est pas parce qu'il y a un pic qu'on est dans le rouge que ah, attention, je vais me blesser. Non, ça reste juste un indice. Derrière, je fais attention. Je me suis dit ah tiens, il y a un pic. Bon, je me fais une petite phase de récupération et derrière, je vais m'adapter pour rester dans le vert, retourner dans le vert le plus rapidement possible. Est-ce que Olivier, tout ça là, c'est un petit peu plus clair? Oui, c'est plus clair. Juste une petite question par rapport à Nolio. Je pensais que c'était un truc qu'on avait avec les coachs. On peut l'avoir individuellement sans être passé par un coach? Complètement. Et question indiscrète, ça coûte cher? C'est gratuit. C'est gratuit? Oui, oui, si vous prenez l'abonnement gratuit, vous avez, ça devient comme Garmin en fait ou comme Strava non premium. Simplement, à un moment donné, alors l'ennui, c'est que il y a une chose que je peux pas vous répondre, c'est la différence entre gratuit et premium. Est-ce que quand vous êtes en mode gratuit, vous allez avoir accès à ce graphique? J'ai un doute. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez éventuellement utiliser le code que j'ai mis. Ça vous fait une réduction. Malheureusement, là, ce soir, je peux pas vous répondre, savoir si vous allez avoir accès à ce graphique. Ok, merci. Ce que je sais sur Nolio, c'est que en mode gratuit, vous ne pourrez pas créer de séances pour les mettre sur votre calendrier prévu, qui sera ensuite injecté sur. Vous avez une montre Garmin. Oui, Avec Nolio, vous pouvez donc mettre sur le calendrier prévu des séances qui seront ensuite injectées automatiquement dans votre montre Garmin. Ça vous évite de tout paramétrer à la montre ou sur Garmin. ok, Et voilà. Ça, je sais que si vous n'êtes pas en mode premium, vous ne pouvez pas le faire. ça marche, Mais merci. il me semble quand même que vous aurez ce graphique-là. Vous aurez l'ensemble de tous les kilométrages, vous aurez ce graphique de perception d'effort et vous aurez ce graphique. Normalement, vous l'avez hein, en mode gratuit, ce qui est vachement intéressant déjà. Ouais, j'essaye de regarder mes trucs personnalisés quand même. Ils le mettent en premium, HRV en premium. Je ne sais pas. Sinon, premium, c'est 6,90 € par mois, hein, pour vous Ouais. répondre, Olivier. Est-ce que c'est cher? Gratuit, c'est gratuit, évidemment. Et le plan payant est à 6,90 €. Oui, il y avait quelqu'un qui m'a posé une question sur la VFC. Donc c'est HRV, c'est la même chose, VFC et HRV. Et donc pour faire les analyses, le suivi de votre variabilité cardiaque, il faut être en mode premium alors. Ouais, exactement. Et ça, on le retrouve sur Nolio. Bon, bah, j'ai enlevé le partage. Donc, on le retrouve sur Nolio dans le suivi. Mais oui, effectivement, 6 euros par mois. Après, on peut, ça peut être intéressant pour éviter de se blesser. Christophe fait une petite pause, pas de questions, peut-être pas de VMA tout de suite, effectivement, Mm. et au Ouais, plaisir en tout cas du prochain stage, hein. J'ai vraiment le prochain qui est ouvert, donc c'est le 13-14, et puis après on reprend début de l'année, après les fêtes, 17-18 janvier, donc à peu près un mois après pour les prochains stages. Fin janvier, on a du trail, et après début février, on reprend sur un stage swim. Et on enchaînera en mars sur du 3 sports en tout cas. Il y a de quoi faire, je pense, pour qu'on trouve des, euh, des week-ends qui concordent. Bien après les fêtes. Ouais, bien. On regrette un peu après les fêtes, mais oui, il faut s'y remettre, effectivement. Je peux vous envoyer le lien si vous voulez regarder. En tout cas, les prochains stages. Vous pouvez tout vous inscrire en ligne, ça, c'est OK. Eh ben écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, hein, on essaye de respecter ce timing, 20h, 21h, pas vous embêter plus. Il y en a peut-être qui ont faim ou qui s'entraînent gentiment si vous n'avez pas baillé pendant ce webinaire. Bon, moi, je baille dès midi, hein, donc je ne sais pas si j'ai le droit de m'entraîner après, du coup, mais bon, si vous êtes encore en forme, vous avez peut-être encore une petite séance. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, on vous libère. On enverra à tout le monde le petit replay s'il y a besoin. On enverra surtout le PowerPoint parce qu'il y avait pas mal de liens cliquables que vous aurez besoin en tout cas. Donc, vous êtes nos privilégiés. On vous l'enverra, tout ça. Dès que ça aura mouliné et qu'on aura accès au replay, on vous l'envoie. Eh bien, merci à tous. Bonne merci soirée. beaucoup. Au plaisir d'un stage ou d'un prochain webier. On vous tient au courant sur tout ça. Bye bye à tous. Au revoir tout le monde.